Allez, bonjour ou bonsoir à vous tous. Nous sommes le samedi 8 juillet 2023 et nous sommes ensemble pour Le Monde en 7 de ce jour et nous avons une fière pensée avant de commencer cette émission pour la famille de notre confrère Jacob Ahama qui a été porté à sa dernière demeure. Aujourd'hui, nous nous inclinons devant la mémoire de cet illustre journaliste qui travaillait pour nos confrères de la radio Victoire FM. Alors, pour l'émission de ce jour, on parlera du Sénégal où un opposant est en garde à vue pour avoir mis en doute les intentions de Macky Sall et avoir également critiqué le président ivoirien. Nous resterons toujours dans le Sénégal pour évoquer cette promesse d'Ousmane Sonko, le chaos si sa candidature est empêchée. Du côté de la Centrafrique, des rumeurs annoncent que des éléments du groupe Wagner seraient sur le départ. Vous le verrez dans cette émission, il y a un démenti des autorités centrafricaines. Au niveau du Niger, on parlera de cette aide militaire de l'Union européenne face aux djihadistes. Et puis le dernier sujet, ce sera le Togo. Nous évoquerons le dialogue politique, la 11e séance du cadre permanent de concertation qui s'est réuni le jeudi dernier et qui a acté la non-reprise du recensement dans la zone 1 comme c'était demandé par un certain nombre de partis politiques. Et pour évoquer tous ces sujets, j'ai deux invités ce samedi. Chris Sega, le directeur de publication d'Express Info, est avec moi. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher, bonsoir pasteur. Et bonsoir. Ça fait un bon moment. Et je voudrais, avant de commencer, avoir une pensée pieuse quand même à l'endroit de notre illustre disparu, Jacob Ahama. Et il a fait ce qu'il a dû faire et je crois qu'il part dans la fierté. Je crois que c'est une vie remplie. Il n'y a pas de regret lorsqu'on a mené cette vie-là et qu'elle est courte. Mais on se rappellera toujours Jacob Ahama. Je crois que quand des vies sont parfois si remplies, je crois que partir, et on ne dirait pas que c'est trop tôt. C'est Dieu qui a créé, c'est Dieu qui a rappelé. Et je voudrais dire à sa famille, à la famille, et puis à la famille de la presse togolaise, de se consoler et que tout est bien et qui finit bien. Moi, c'est ce que je crois. Je suis fier du travail qu'il a fait. Et si nous tous journalistes, nous remplissons notre devoir de cette façon-là, il n'y a pas de regret quand on disparaîtra. D'autres nous remplaceront. Merci. On dit quelqu'un tombe, quelqu'un le remplace. Voilà, merci pour cette pensée. Face à vous, pasteur Edo Komi, ça fait un moment qu'il n'est plus passé sur les antennes de New World TV. Bonsoir pasteur, président du mouvement Martin Luther King. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à mon aîné Chris Sega, bonsoir à tous et à toutes. Je profite moi aussi de cette occasion pour saluer la mémoire de l'élu disparu. Je viens justement d'Agbelouvé, j'ai assisté aux cérémonies. Je pense bien que Christ Ega est plus qu'un prophète. Parce que tout ce qu'il a dit tout à l'heure sur ce plateau, c'est ce que le pasteur a dit. À 46 ans, Jacob Ahama a rempli sa mission sur terre. Parce que d'ailleurs, lui, il est plus âgé que Jésus-Christ qui n'a fait que 33 ans. Et 33 ans sur terre, mais sa vie est plus que remplie. Le Martin Luther King en fait moins que ça. Bon, donc, je pense que Jacob Ahama a été ce journaliste-là très propre à lui, et qui a des méthodes, des stratégies, une manière de pouvoir aborder ses interlocuteurs. Et je pense que on ne peut pas, on regrette parce que on veut toujours entendre sa voix. Mais, comme Chris l'a dit tout à l'heure, il a fait son temps, il a fait du bien à ce peuple. On va toujours se rappeler de lui. Et je crois qu'à cette séance, à la cérémonie tout à l'heure, ça n'a pas été du tout facile de se consoler, des larmes, des pleurs, des lamentations, des gémissements. Jacob a été vraiment celui qui a su rapprocher le journalisme des populations. Et vraiment nos condoléances à la famille éplorée et surtout à sa famille professionnelle, c'est-à-dire la radio Victoire et la presse togolaise. Merci beaucoup. Avant d'aborder nos sujets, j'aimerais encore dire, pasteur Edo, je l'ai annoncé, vous avez pris un peu de recul et puis vous revenez aussi d'une tournée à l'intérieur du pays où les gens vous ont dit, mais tiens, on ne vous voit plus au plateau. Non, c'est vrai, mais c'est vrai justement. Je voudrais saluer toutes ces populations du Nord.
de Kara, Mango, de Kara à Dapan, en passant par Mango, Bassar et Sokolé, qui nous ont justement demandé qu'il y a un moment où on ne va pas sur le plateau de Onio TV. Est-ce qu'il y a eu un problème justement? J'ai accepté votre invitation pour dire à ces populations-là qu'il n'y a pas de problème, que c'était juste, je me suis donné une pause, parce que c'était un peu de trop. Donc, ils peuvent être maintenant satisfaits. Enfin, comptez sur moi que je suis de retour sur le plateau de Onio TV. Donc, on était justement au Grand Nord, avec l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, avec les associations de consommateurs, où nous avons eu quand même à sensibiliser, à organiser des séminaires, d'abord à l'intention des autorités municipales, dont toutes les 117 communes sont concernées par cette campagne de sensibilisation pour dire aux gens, expliquer aux gens ce que l'ARCEP, qu'est-ce que l'ARCEP fait. L'ARCEP, en tant que gendarme des télécoms, c'est une agence de l'État, donc qui a pour rôle de réguler les communications électroniques, mais au même moment défendre les intérêts, les droits et les intérêts des consommateurs. Donc c'est ce qui a été fait. Et l'apothéose sera à Lomé le lundi avec les autorités communales du Grand Lomé, des 13 communes de Lomé, et le mardi, le 11, avec les membres des associations consommateurs du Grand Lomé. Donc c'est ce qui sera fait. D'accord. En tout cas, félicitations pour le travail et surtout pour le travail que l'ARCEP fait. Moi, je vous fais la petite confidence. J'ai encore porté une plainte au niveau de l'ARCEP contre Togocom qui harcèle avec des messages, des SMS publicitaires. On a bloqué plusieurs fois, mais ça continue d'arriver. Et justement, je ne coupe pas parce que ça a été objet de discussion. Tous les Togolais sont unanimes à ne pas comprendre pourquoi il faut tout le temps. Ils ne sont pas partisans de jeux tombola, des trucs, mais qui viennent totalement embourber le serveur de nos portables, que c'est inadmissible. Et je pense que, d'ailleurs, c'est pourquoi l'ARCEP a lancé une enquête de satisfaction. C'est justement pour permettre aux Togolais de pouvoir s'expliquer, de pouvoir dire ce qui ne va pas avec les opérateurs de téléphonie mobile et donner encore l'argument à l'ARCEP de pouvoir continuer son travail, sa mission qu'elle a commencé et qu'elle fait comme vous l'avez dit, de si belle. Chris Sega, je suis sûr que vous recevez ces messages extempestifs, à la limite, je ne sais pas moi, énervant. Énervant, hein? J'ai acheté ma carte SIM. Voilà. Et ils ont donné des codes pour arrêter. Vous faites ça ne marche pas. C'est devenu une pollution. C'est devenu pollution. Je crois que c'est une escroquerie et je crois que même que ARCEP n'a pas besoin de lancer une enquête de satisfaction pour faire en sorte que cela soit arrêté. Parce que moi, je fais un abonnement chez vous et vous m'utilisez comme un support, vous me sollicitez comme client dans d'autres domaines. Vous donnez un numéro que, si vous ne voulez pas recevoir ces genres de messages, vous faites ci pour que cela s'arrête. On le fait, ça ne s'arrête pas. Ça veut dire qu'il y a en plus mensonge. Je crois que dans un état de droit, tout cela doit être corrigé. On ne peut pas abuser du citoyen, du consommateur de cette façon. Parce que c'est surtout quand vous êtes alerté par une sonnerie, vous croyez que c'est quelqu'un qui vous envoie un message. Et c'est ces genres de messages que vous recevez. À longueur de journée. Recevez à longueur de journée. Il faut que cela s'arrête. Ça doit s'arrêter. Et puis, ils vendent en plus nos numéros à d'autres personnes qui font de la publicité. Qu'est-ce que nous y gagnons? Rien pratiquement. Ils utilisent leur base de données pour faire du business. Et ceux qui sont dans cette base-là ne gagnent rien en retour. Je crois que cela doit s'arrêter. S'ils veulent travailler avec des gens, des clients, qu'ils nous mettent dans le profit. Qui nous disent que si vous êtes ouvert à ces gens de sollicitude, voici ce que vous pouvez gagner. Ça peut être du crédit, etc. comme cela. Et c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Ça peut se poursuivre, mais le fait de cette façon, il n'y a que eux qui gagnent. Je crois que c'est une aberration qui doit être arrêtée. Et l'ARCEP va vraiment arrêter. ARCEP doit saisir le taureau par les cornes et faire en sorte que cela s'arrête, ou alors que cela soit réglementé de la meilleure façon qui soit. Merci. En tout cas, moi, j'étudie la possibilité même de saisir un avocat pour déposer plainte. Ça va me faire quelques millions. Oui.
Non, non, c'est ton droit le plus absolu. C'est le droit, c'est ton droit le plus en tant que consommateur. Merci beaucoup. On passe donc au premier sujet du Sénégal, en opposant en garde à vue. Au Sénégal, c'est Biram Souleye Diop, numéro 2 du parti PASTEF. C'est le parti d'Ousmane Sonko qui est président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi, qui a été placé en garde à vue après des propos concernant la succession du chef de l'État. Les propos ont été tenus le lundi 3 juillet dernier, ce qui lui vaut aujourd'hui d'être placé en détention. Nous allons écouter la réaction au niveau du parti PASTEF et nous ferons le débat ensemble. Il ne faudrait pas que l'acte qu'il a posé hier soit une ruse pour davantage s'attaquer à l'opposition, pour davantage isoler les leaders de l'opposition, pour davantage isoler Ousmane Sonko. C'est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisé. Et nous avons pris acte de cette décision qui n'est rien d'autre qu'une réponse qui était attendue de lui en tant que chef de l'État, à savoir respecter les dispositions de la Constitution. Il n'est pas candidat et Dakar dort. Comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'est pas candidat et Dakar est en train de dormir. Ça veut dire que le fait qu'il ne soit pas candidat n'intéresse aucun de ses souteneurs. Mais qu'ils disent qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, Dakar ne dormira plus. Qu'ils disent qu'Ousmane Sonko ne sera pas candidat, le Sénégal ne dormira plus. Et il faudra qu'ils le comprennent. Voilà donc la deuxième personne suivie, c'est la personne dont parle Biram Souleye Diop. Et dans cette intervention, il a dit quelque part: j'avertis les prochains candidats de l'APR, c'est le parti de Macky Sall, évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire: comme nous n'avons plus de candidats, je reviens, et de le faire à la Ouattara. Prenez garde, Chris Segarde, voilà les mots, on ne peut plus sévères de ses opposants. Je crois que c'est une accusation grave. Et surtout venant de la part de quelqu'un qui incarne une institution comme l'Assemblée sénégalaise. Je crois qu'il est même président d'un groupe parlementaire et il est un cadre du parti de Ousmane Sonko. Et cette déclaration-là, je crois que, à mon sens, ce n'est pas une déclaration, c'est politique, mais je ne trouve pas cela responsable parce que l'étoffe de la personne doit en principe le faire observer des droits de réserve par rapport à certaines déclarations. La déclaration qu'il a faite, c'est amusant, moi, à mon sens. Et je dirais d'un autre côté que cela ne peut pas donner lieu à une poursuite judiciaire ou bien même le prendre tout simplement, le garder à vue alors qu'il s'agit d'un député. Il a droit à une immunité parlementaire que l'État, même qui lui fait ce genre de procès, ne respecte pas. Je crois que lorsqu'on veut être donneur de leçons, il faut quand même s'embarrasser aussi des leçons, surtout des leçons de la République. Autant je dis que cette déclaration de Souleye Diop est trop forte, sinon très tendancieuse, et dire que cessez d'aller, d'éviter le président, il peut vous empoisonner. Ça, c'est des déclarations qui portent atteinte à l'honneur même du président, qui est une institution. Je crois que quand Souleye ou bien son patron devient président, je ne suis pas sûr qu'il permettra à ce que d'autres personnes font ces déclarations d'intention, font ces procès qui n'en sont pas un à son égard, alors que les faits ne sont pas constitués. Fabriquer des faits comme ça sur les médias publics et dire aux gens que voilà, celui-ci est capable de vous tuer, ne le visitez pas, ou bien il peut faire des coups à la Ouattara. On sait ce que ce coup-là veut dire, parce que quelqu'un mort, Ouattara dit, son premier ministre, Gonf Coulibaly, qui est mort, et les gens disent que et Ouattara dit que puisqu'il n'a plus de candidat de son cru, il faut qu'il se porte lui-même candidat. C'est des faits réels, mais dire directement que le président sénégalais peut tuer ses propres partisans qui peuvent éventuellement se porter candidat parce qu'il veut faire une vacuité et pour se présenter à nouveau pour un troisième mandat. Je crois que c'est trop tendancieux venant de quelqu'un qui aspire à avoir des mandats d'État. Je crois que c'est un peu déplacé, mais ce n'est pas pour cela
on peut brimer ses droits et le garder à vue alors qu'il a une immunité parlementaire. Je crois que on ne commet pas, on ne règle pas, on ne règle pas un problème par un autre problème. Je crois que c'est trop émotif de la part de la justice. Je ne sais pas si c'est le... Ils ont joué sur le flagrant délit. Oui, le flagrant délit, bien entendu, mais au moins respectons les procédures. Respectons les règles que l'État s'est fixées. Je crois que c'est la plus élémentaire des comportements à avoir lorsqu'on est en face d'une situation comme ça. Mettez la personne dans son droit si vous voulez le poursuivre. Mais le poursuivre, comme moi je le dis déjà, je crois que ces paroles sont excessives, bien entendu, mais nous sommes dans une situation de tension, il est vrai, mais il ne faut pas ajouter de l'huile sur le feu. Parce qu'il faut courir à l'apaisement et aller à l'apaisement commande qu'on garde et on n'ajoute pas davantage à la tension. Mais dire que on le garde à vue, on l'arrête pour des raisons aussi, c'est des raisons fallacieuses à mon sens. Pasteur Edo, l'intéressé, je pense qu'il a compris que ses propos étaient déplacés parce que dans une vidéo qui a suivi, il a dit « Nous avons eu des propos à l'endroit de M. Macky Sall qui ont dépassé nos intentions. Voilà pourquoi je déclare humblement mes excuses. » Bon, la balle est déjà partie. Voilà, vous savez, d'entrée, il faut quand même reconnaître que le doute de Birama Diop, c'est ça, est réel par rapport à la situation. Si on se réfère à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, et justement, il a dit que il se peut que le fait d'avoir annoncé son retrait du troisième à la fin de son mandat peut paraître être un jeu et que par la suite il va désigner un candidat et ce candidat va connaître la même recette que Gon Coulibaly en Côte d'Ivoire. Bon, beaucoup de personnes dans les intentions estiment quand même qu'il y a quelque chose comme ça, mais je crois quand même que ce serait fait un procès d'intention. Les propos sont naturellement durs, c'est vrai, mais cela, comme Chris Egal a dit tout à l'heure, ça ne peut pas quand même donner raison rapidement à ce qu'on le garde à vue, puisque il est député à l'Assemblée nationale, donc il faut respecter les règles républicaines, les règles de l'État, les règles de la République. Bon, donc aujourd'hui, ce qui est encore intéressant, c'est que l'intéressé a reconnu avoir quand même tenu des propos déplacés, mais c'est que c'est déjà sorti et c'est pourquoi il faut en matière de communication, l'information, les paroles, il faut quand même mesurer les paroles avant de les faire sortir. Dès que vous les faites sortir, vous ne pouvez plus les ramener. Ça sort comme une balle, ça sort comme une balle et c'est la cible, il faut que ça aille atteindre la cible d'abord. Bon, donc aujourd'hui l'information là est distillée dans les esprits. Revenir faire des excuses, c'est tout à fait normal. C'est humble de sa part. Il a reconnu quand même ses propos sont déplacés et il a présenté ses excuses. Et donc je crois que cette affaire on peut la régler de manière pacifique pour éviter quand même qu'on mette encore de l'huile. De l'huile sur le feu. Donc ce n'est pas trop responsable. Parce que vous savez, Pastef aujourd'hui, c'est ce parti-là qui donne l'insomnie, qui donne l'insomnie au pouvoir en place. Et si nous sommes arrivés jusqu'à ce que Macky Sall renonce à son ambition de troisième mandat, ce parti a joué, est au cœur de la situation, des mouvements. Bon, donc, même si ce n'est pas quelque chose qu'il faut trop saluer, parce que il était question de respecter la Constitution, quand même, ça a donné un souffle aux Sénégalais, ça a donné quand même un souffle aux Sénégalais. Parce que ce qui se profilait à l'horizon, si jamais on avait annoncé le troisième mandat, mais le mandat, quelqu'un peut déclarer sa candidature, mais il faut qu'il soit élu. Une chose est de déclarer sa candidature, une autre est d'être élu. Mais vous savez qu'en Afrique, quand on est au pouvoir, on déclare sa candidature,
on a 99% de chances d'être élu. Peut-être un peu moins au Sénégal. un peu moins quand même. Oui, il y a une tradition de transparence au Sénégal. Mais je crois quand même que les acteurs politiques, nous devons quand même faire économie de nos paroles. Parce que nous devons être des responsables. Nous pouvons être des modèles. Ça aurait été un simple militant de rue qui a tenu ses propos. On allait quand même lui faire économie. Mais comme c'est un leader politique, c'est trop déplacé. Alors, au niveau même du PASTEF, je crois que quelques moments après, il y a eu un peu de remaniement et l'intéressé a été remplacé de son poste au niveau du PASTEF. Est-ce que ça veut dire que le parti aussi mesure la gravité des propos tenus? Oui, absolument, c'est pour corriger ce qui a été fait, mais le mal a été déjà fait et on ne peut plus le corriger de cette façon-là. Je crois que le parti a voulu montrer à l'opinion nationale sénégalaise, en tout cas bien même à l'opinion étrangère, que il n'apporte pas son soutien à celui qui a tenu ce propos-là, à Diop qui a tenu ces propos-là, parce que, tel qu'on le dit, c'est à consommation interne, parce qu'il s'adresse directement à Macky Sall, mais il tourne de façon ironique aussi la situation telle qu'elle a prévalu aussi en Côte d'Ivoire. Donc ça fait au moins deux perceptions de la chose. En même temps qu'il attaque Macky Sall, il attaque aussi ceux qui, de part en Afrique, peut se livrer à de tels jeux. Et il dit que maintenant, le président Ouattara devient une référence en cette matière, à ce qui est... D'ailleurs, il est poursuivi, selon son avocat, Moussa Sarr, pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État. Oui, ils ont mis la barre bien haute pour pouvoir pour le frapper, parce que le bâton est assez haut pour frapper dur. Je crois que c'est tout. C'est une forme de justice spectacle aussi. Le Sénégal doit pouvoir se passer de ces choses-là, c'est-à-dire faire de la polémique pour pouvoir disposer de l'accusé. Je crois que c'est une tactique que la justice d'État utilise de temps en temps. Mais mon frère, le pasteur, comme il a dit tout à l'heure quelque chose, j'allais en parler justement, qu'en matière de communication, la communication est un couteau à double tranchant. En matière de communication, il peut faire ce travail-là à quelqu'un d'autre qui soit favorable au parti. Il peut faire ce travail-là sur les réseaux sociaux, dire la même chose, parce que c'est des phrases qu'on aimerait que l'opinion garde lorsqu'on est à l'approche des élections. C'est-à-dire dire quelque chose qui reste sur les esprits et que les gens peuvent partager rapidement. Je crois que c'est une communication comme ça que Diop a voulu faire, mais porter lui-même, qu'il soit lui-même source de ce message-là, c'est ça que nous trouvons irresponsable. On peut le faire, les partis le font, ce n'est pas qu'en Afrique qu'on le fait. Je crois d'ailleurs qu'on a les petites phrases dont on parle, je crois que c'est une création occidentale. À la preuve des gens, on le fait pour la consommation de l'opinion. Mais qui est-ce qui peut porter ce message, cette responsabilité-là? Je crois que ça a été mal choisi lorsqu'il s'agit de le faire par Diop, qui est une figure de proue du mouvement de contestation, qui est une figure de proue de l'Assemblée même, en tant que président d'un groupe parlementaire. Et je crois que sortir de cette façon, ça ne respecte pas l'institution qu'il incarne à l'étranger comme sur le plan national. Il faut qu'on apprenne, si on veut faire des petites phrases qui restent sur l'esprit des consommateurs politiques, il faut qu'on sache choisir la source pour que cela ne crée pas une polémique ou des problèmes à celui qui fait les déclarations. Est-ce que le PASTEF est en train de tomber dans le populisme? Oui, PASTEF, vous savez, PASTEF est composé des jeunes politiciens, mais qui ont quand même, qui ont le verbe facile, qui ont le mouvement, qui ont le sens de contestation et qui emballent les populations. Je crois que tout le Sénégal est emballé par Sonko et son équipe, et je pense que le populisme ne va pas être exclu. Parce que, qu'on le veuille ou pas, tout acteur politique a deux côtés. Il y a un côté plus normal, mais il y a un côté populiste. On joue toujours sur ça. Et quand il s'agit de faire du populisme, on le fait. On le fait pour pouvoir emballer les gens, pour pouvoir s'attirer
les militants, les adhérents et tous, et les sympathisants. Et donc, je crois que Sonko sait très bien le faire. Donc, mais à cette allure, comme vous avez vu, la réaction de son parti juste après les propos prouve combien de fois Sonko est sur une autre dynamique de maturité. Hein. Je crois qu'il faut y aller. Mais est-ce que ça aussi, puisque on va traiter un sujet maintenant qui porte sur le chaos que lui-même, le chaos que lui-même prophétise pour le Sénégal, si sa candidature aussi n'est pas acceptée, c'est là où nous allons on aura encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de la matière à dire. Mais je crois quand même que le populisme, ça n'en manque pas chez tous les politiciens, auprès de tous les policiers et tous les acteurs, que ce soit société civile ou pas. Donc le populisme est inné dans tout être humain, hein, parce qu'il arrive un moment où on veut se faire voir et puis on veut emballer les gens. Et quand vous voulez emballer les gens, ce n'est pas tous les sujets naturels, ordinaires qui emballent. Il faut peut-être des fois en créer. Il faut créer des méthodes. Hein, il faut surfer aussi sur peut-être des fois sur la psychologie. La psychologie des gens, et ça aussi, tout ça, ça fait partie de la gestion, des affaires politiques. Donc, je pense bien quand même que Sonko a intérêt à cette allure. Là où son parti a déjà fait l'essentiel, maintenant il va falloir s'organiser, hein, pour prouver aux Sénégalais, au monde entier, que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont savoir beaucoup gérer. Ils vont savoir gérer le Sénégal pour que le Sénégal ne soit pas aussi trop en déphasage avec le reste, le reste du monde. Oui, je voudrais dire que c'est vrai que lorsqu'on est à cette étape-là de la politique, quelqu'un qui veut être candidat, il se pose chez lui une question de suffrage. Parce que, vous savez, c'est un Sénégalais, une voix. Donc, plus vous en avez, et plus vous êtes proche de la victoire. Je crois que c'est un beau jeu. C'est un beau jeu. Mais seulement, en l'état actuel de la situation au Sénégal, il faut que Sonko et sa troupe aient une jouissance modeste de leur victoire. Parce que vous allez constater qu'ils sont en train de verser dans l'euphorie parce qu'ils ont remporté une bataille énorme. Parce que faire renoncer Macky Sall à un troisième mandat, c'est une victoire d'étape qui est une victoire très importante et qui, du coup, les a plongés dans une nouvelle ère de leur personne. Et en ce moment, c'est que c'est justement là où nous pouvons observer un piège. C'est s'ils n'ont pas une jouissance assez mesurée de la victoire qu'ils viennent d'avoir, ils risquent de verser dans le populisme. Le populisme, c'est la forme négative de la popularité, du grand suffrage. Donc je crois que c'est péjoratif. Ils doivent jouir assez humblement de cette victoire d'étape-là qu'ils ont obtenue, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Maintenant, c'est comme ils ont marqué un but en rugby, il faut qu'ils transforment maintenant le but qui est marqué. C'est-à-dire ils ont gagné une bataille, faire en sorte que ce gain-là devient le nouveau moteur des actions à venir. Donc je crois que c'est cette jonction-là, comment faire joindre le gain et la suite du combat. Je crois que c'est là où ils sont en train d'aller de balbutier, mais je crois que très rapidement ils se sont repris, et je crois d'ailleurs c'est pour cela que le parti n'a pas suivi la déclaration de Diop. Il est allé même plus loin pour le faire remplacer par quelqu'un d'autre. C'est une forme de sens. Je ne dirais pas sentence, parce que c'est sûr que le comité du parti s'est réuni quand même pour avoir cette orientation-là. Donc avoir une jouissance assez mesurée de leur victoire de passage, c'est important, parce qu'il y en aura certainement d'autres, mais on est obligé de passer par là pour aller au présidentiel de 2024. Est-ce que c'est peut-être qu'on sait, comme l'affaire, comme il est à garde à vue, est-ce qu'on va le présenter devant le procureur? Bon, donc il faut que rapidement au sein du parti, pour lui permettre d'aller se être déféré auprès du juge. Donc il faut rapidement le remplacer par un autre. Ça peut être aussi une stratégie. Mais je crois bien quand même que c'est un message fort que Sonko et son équipe sont en train de monter en maturité. Et je crois il faut rester sur cette comment on l'appelle, cette
dynamique pour ne plus revenir bas. Parce que la présidence, la gouvernance au sommet du Sénégal est proche pour Sonko et les siens. Ils vont faire extrêmement attention parce que le camp adverse n'a pas encore dit son dernier mot. Encore faut-il que Sonko puisse être candidat à la présidentielle. Ça nous amène à notre second sujet sur le Sénégal. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays ou alors ce sera un chaos indescriptible si par des combines judiciaires, le président Macky Sall voulait empêcher ma candidature. C'est ce qu'a prévenu l'opposant Ousmane Sonko, le leader du PASTEF. C'était dans un entretien avec la chaîne France 24. Ce propos intervient quelques jours après que le président Macky Sall a annoncé son intention de ne pas briguer un troisième mandat auquel il n'a d'ailleurs pas droit selon beaucoup d'analystes. On va écouter d'ailleurs ces mots du président Macky Sall qui renonçait donc à briguer un nouveau mandat. Je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. J'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole. Alors, vous avez écouté le président Macky Sall. Je pense que c'est ce que vous disiez, c'est une première victoire pour le PASTEF. Est-ce que vous partagez ces propos de Ousmane Sonko qui dit que Macky Sall n'a pas renoncé à une troisième candidature. Il n'a pas renoncé, non pas parce qu'il est un démocrate, mais à cause de la pression populaire. Vous êtes d'accord avec ça? Non, il faut d'abord tirer une leçon des propos. Un des propos du président Macky Sall, c'est le fait de se récupérer, de se retrouver. Il s'est repris pour dire que il a le sens de dignité et de l'honneur. Ben, pourquoi ne pas le faire depuis 2021 où tout le monde attendait? Est-ce qu'il y était obligé? Tout le monde s'attendait. Il y a aussi ça. Oui, je suis d'accord. Il n'était pas obligé. On pouvait le laisser jusqu'à la fin de son mandat. Il n'était pas obligé de faire quelque annonce que ce soit. Oui, mais juste parce qu'on sentait quand même on sentait son intention. Il avait l'intention de briguer un troisième mandat. C'est pourquoi on lui demandait de clarifier sa position et surtout que les gens mouraient. Il y avait eu déjà des manifestations violentes en 2021. En 2021, où il y a eu des morts. Et en 2023, où il y a eu presque une cinquantaine de morts à cause de selon l'opposition, parce que le pouvoir parlait de 16 morts. Non, oui, mais bien sûr, quand on combine les deux, en 2021 et en 2023, il y a eu beaucoup de morts. Et donc, la situation était tellement si périlleuse et il n'avait qu'un seul choix à faire, sauver la barque et respecter les dispositions constitutionnelles, comme il a dit. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas renoncé à son troisième mandat, à briguer un troisième mandat? Est-ce que c'est par la mobilisation populaire? Mais il faut aussi en tenir compte. La mobilisation populaire était au comble et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Politiquement, il ne pouvait pas faire autrement. Parce que le Sénégal était dans un chaos indescriptible. On n'a jamais vu des manifestations aussi violentes au Sénégal. Si ce n'est depuis que l'affaire Sonko a commencé, le Sénégal a connu des actes de manifestation, mais elles n'ont jamais été aussi violentes. Et donc, Macky Sall, avec, je crois, le conseil des dignitaires, des hauts dignitaires religieux et d'autres personnalités politiques, que ce soit internes ou externes, a compris quand même qu'il fallait sauver le Sénégal. Et il a sauvé. Mais au même moment, est-ce que les morts, tous ceux qui sont morts vont revenir à la vie? Tous ceux qui sont morts vont revenir à la vie. C'est du sacrifice. Maintenant, Sonko, dans sa botte, peut dire que c'est sa mobilisation, c'est la mobilisation populaire
qui a fait résigner, qui a fait renoncer à Macky Sall son troisième mandat, le fait de briguer son troisième mandat. Et ça, on peut le lui concevoir. Mais au même moment, il faut dire que Macky Sall s'est rétracté parce qu'il n'en avait pas droit selon les dispositions constitutionnelles. Tout compte fait. Aujourd'hui, il ne va pas briguer le troisième mandat. Il y a plus de suspense, même si les gens pensent que le jeu, ce qui s'est passé dans un autre pays, dans un pays voisin, peut revenir. Je ne pense pas que le Sénégal et ce pays-là sont les mêmes. Même s'ils sont tous des pays de la même langue, c'est-à-dire ils parlent tous français. C'était un grand combat quand même pour l'opposition, notamment le PASTEF, d'amener le président Macky Sall à renoncer à ce mandat. Il y a, j'ai envie de dire, ces deux rounds qui se jouent. Le second round, c'est que Ousmane Sonko soit candidat, et ça, c'est pas gagné. Non. Bien entendu, surtout que ces derniers temps, je crois que il est en train de parler maintenant rien qu'en son propre nom. Depuis cette crise-là, on a l'impression clairement, il donne l'impression clairement de se mettre à la tête du mouvement. À mon sens, il aurait pu aussi être un peu plus humble en ce sens-là, parce qu'il y a une seconde manche où il aurait besoin de tout le monde si jamais on acceptait qu'il se présente aux élections. Parce que je voudrais revenir rapidement sur ce que le pasteur a dit, la question que tu lui posais pour dire que il faut qu'on se rappelle en RDC, le Kabila fils, c'est au tout dernier moment qu'il a poussé un candidat devant pour dire que voilà, pour éviter les luttes, les déchirures internes qui auraient pu provoquer l'implosion du parti. À un moment donné, au Sénégal, on a l'impression que c'est ce que Macky Sall est en train de faire aussi pour conduire en bon ordre son parti à cette élection de 2024. Mais seulement, considérant les déclarations de ces seconds couteaux, des gens qui clairement disent que voilà, il va se présenter, il a le droit de se présenter à un troisième mandat sans que lui-même ne dise clairement voilà. On a l'impression que c'est lui qui a envoyé ces gens-là au charbon. C'est le lieutenant au charbon pour tester l'opinion. C'est pour cela que les gens, à un moment donné, se sont dit que voilà, il faut qu'il se prononce clairement sur le sujet. Il n'était pas obligé de le faire, mais l'ambiance qui prévalait commandait qu'il dise sa position clairement pour faire baisser la tension et pour que les Sénégalais se fassent autre chose que de rester dans l'expectative de son troisième mandat. Je crois que c'est là où la situation a été délétère. Il ne s'est pas vite prononcé pour calmer les esprits et jouer son rôle de président qui, en principe, met tous les Sénégalais ensemble. Il a failli à son devoir de président qui rassemble les Sénégalais parce qu'il a recherché l'intérêt personnel. Comme d'ailleurs, Sonko aussi est en train de poursuivre un intérêt qui n'est pas forcément celui des Sénégalais. Lorsqu'il dit par exemple que voilà, s'il ne se présentait pas, je crois que nous sommes déjà dans ce thème-là. Oui, c'est ça le sujet. Voilà. Comme d'ailleurs lui aussi porte maintenant en avant ses propres intérêts au lieu de celui du Sénégalais dans son ensemble. Parce que lorsqu'il dit que s'il ne se présentait pas s'il est empêché de se présenter, ça va être chaos indescriptible. Voilà, ça va être l'apocalypse pour le Sénégal. Mais lorsqu'il prêche l'apocalypse pour le pays, alors qu'il ne s'agit que du brimade de ses intérêts, je crois que là encore, il est extrême. Il est plutôt un va-t-en-guerre, en ce sens que si ses intérêts ne sont pas sauvegardés, rien que pour ça, le Sénégal va connaître un chaos. Ça peut être aussi, il peut être poursuivi aussi pour un appel à l'insurrection. Et je crois qu'il y a sans doute une loi au Sénégal qui punit un appel à l'insurrection, alors que rien pour le moment ne dit que quand il y a insurrection, il faut que ce soit spontanément, que cela se fasse. Cela s'était produit en France peu avant 1789. Mais ce n'est pas de cette façon que cela a été fait. Mais lorsqu'il appelle sur une télévision internationale de grande écoute,
une télévision qui est très, très, très suivie, il appelle les Sénégalais à l'insurrection si jamais sa candidature est refusée. Je crois que là encore, c'est trop faire, c'est trop dire. Ces déclarations sont des déclarations qui ne font pas que le Sénégal connaisse la paix dans les jours, dans les semaines qui suivent. Ce sont des déclarations extrêmes qui nous rappellent ce qui s'était passé au Rwanda. Parce que c'est de cette façon que cela avait commencé. Les gens qui s'étaient sentis autorisés à orienter l'opinion ont eu ces genres de déclarations, des déclarations sur les radios de Mille Collines. Les radios de Mille Collines. Personne n'a vu venir cette tuerie au Rwanda comme on ne la voit pas venir au Sénégal. Bien que récemment on a eu 16 morts selon les uns, 30 morts selon les autres, ne serait-ce qu'un seul mort, cela est déjà grave parce que lorsque vous perdez un enfant, vous saurez ce que c'est. Donc ce qui se passe au Sénégal, si les sages de ce pays ne se mettent pas ensemble pour préserver le pire finira par arriver parce que quand ça va commencer, on ne saura pas l'arrêter. Chacun aujourd'hui croit que ce n'est que des déclarations politiques. Non, c'est-à-dire l'opinion est en train d'être préparée au pire et il ne faut pas qu'on attende que le pire survienne. C'est quoi le chaos indescriptible dans le contexte sénégalais? Le chaos indescriptible, c'est que le pays soit ingouvernable. Un pays ingouvernable, où il y aura les violences, où il y aura tout ce qui ne sera pas de nature à permettre au Sénégal de pouvoir exister. C'est comme s'il fallait même extirper le Sénégal de la carte des nations. Moi, je crois quand même que, sincèrement, moi, je suis un pro Sonko, c'est-à-dire j'admire Sonko de par sa fougue, son courage, sa détermination. Il aurait été ailleurs dans un autre pays, il se serait fui déjà, il serait enfui par rapport à tout ce qu'il subit. À tout ce qu'il subit. Vous pensez non, je ne pense à personne. Nous sommes c'est l'espace francophone, hein, je parle de l'espace, je vois ce qui se passe dans les pays francophones, au Tchad et un peu partout. Il y a des gens qui ont fui. Ou des gens fuient. Oui, des gens fuient le combat. Bon, donc il a été courageux, il est resté, malgré tout ce qu'on lui fait subir, il est là, calme. Donc je pense que c'est déjà bon, c'est déjà un acquis de sa part. Maintenant, cette déclaration, elle est extrémiste. Moi, je suis en tant que président d'un mouvement qui prône la non-violence, je ne peux pas accepter que parce que un seul individu n'est pas candidat que le pays connaisse le chaos indescriptible. Je crois que sur cette antenne-là, sur ce plateau, il faut qu'on se dise la vérité. C'est trop fort, le chaos indescriptible. Alors qu'il sait que, qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, il est sous le coup de condamnation. Selon la loi sénégalaise. Condamné à 2 ans de prison. Condamné à 2 ans, même si on sait que le délit pour lequel, le terrain sur lequel on l'attendait, il est allé sur la corruption, le motif de la corruption. C'est que, au fait, ce que personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les juristes, personne ne comprend ce que ça veut dire. Donc, ce qui était même le délit et tout le monde, on savait que c'était de montage, on a rapidement quitté ce terrain. Et puis on lui a collé un autre délit, ce qui est fantaisiste, tout le monde le sait. Maintenant, il va falloir quand même que les sages, les dignitaires du Sénégal puissent rapidement se mettre en œuvre, se mettre à tâche, comme ils l'ont déjà fait. On sait que si Macky Sall a renoncé à son 3e mandat, il y a eu quand même des démarches. Oui, bien sûr. Les hauts dignitaires, les personnalités, tant internes et externes, ont intervenu pour préserver le Sénégal du chaos. Alors, si nous admettons quand même qu'il y a déjà eu une victoire d'étape, alors je crois que Sonko va toujours continuer à pas garder son calme, en évitant certains propos. Ces propos-là, le chaos. Si le Sénégal connaît un chaos indescriptible, et lui, il va rester où? Il va aller où? Il est toujours sénégalais. Et donc, je pense quand même que il va falloir qu'il rapidement qu'il renonce à ces genres de propos. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un appel à l'insurrection, ce n'est pas normal. On sait que le Sénégalais, la majorité des Sénégalais, pour ne pas aller trop vite aux besognes, les Sénégalais veulent porter quand même un jeune, veulent porter une nouvelle tranche de politique au sommet de l'État. Ça, on sent ça. Mais il va falloir que cela se traduise dans les urnes. Et je ne pense pas que des propos de ce genre, le Sénégal en a besoin. Le Sénégal a déjà payé le prix.
Le Sénégal a déjà payé de prix avec tous ces morts et on ne veut pas. Le Sénégal, c'est un pays de modèle démocratique pour nous. Oui. C'est un pays modèle pour nous. Nous tous, on veut faire comme le Sénégal. On salue la démocratie sénégalaise de Abdou Diouf, Abdou Awad et Macky Sall. Donc, je crois que il y a quand même une trajectoire qu'il faut saluer, qu'il faut suivre. Ouais. Et D'accord. vraiment, il faut que les uns et les autres essaient quand même de s'abstenir Qu'ils retrouvent la raison. de tels propos et qu'ils retrouvent la maison. Il y a Raison. encore beaucoup de choses devant. Chris Ega. Oui, ben il y a une subtilité dans cette histoire-là dont je voudrais parler, en commençant par ce qui se passe en ce moment-là au Soudan. Avant que ces deux généraux-là ne s'affrontaient, il faut considérer que ça a été d'abord une tension politique qui s'est mue à une tension armée. Et personne ne pouvait croire que ces gens-là, qui étaient quand même presque des proches et qui, à un moment donné, ont pris les armes les uns contre l'un contre l'autre. On ne pouvait pas prévoir cette situation telle que cela se présente aujourd'hui au Soudan. C'est pour dire qu'il faut faire très attention au Sénégal. Lorsque vous prenez Sanko, son fief, c'est la Casamance. Et vous savez très bien que entre la Casamance, qui est une région, et l'État central, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Et cette tension-là couvre. On ne peut pas dire aujourd'hui que cela s'est arrêté. La dernière fois que Sonko il est maire de la Casamance, et la dernière fois qu'il était venu pour se faire interner à Dakar, il venait d'où? Il venait de la Casamance. On ne sait pas pourquoi Macky Sall jure que Sonko ne peut jamais être président, parce qu'il a dit en aparté, ça il faut qu'on sache le dire, visiblement, et puis Sonko le dit, qu'il l'a dit auprès d'un certain nombre de personnes qu'il verra ce qui ne devienne jamais président du Sénégal. Pourquoi? Et les gens se demandent pourquoi le président fait des déclarations du genre. Pourquoi il fait une fixation sur Sonko? Est-ce que c'est tout simplement parce que Sonko a un bon suffrage, ou bien il y a une autre considération? Parce qu'il est de Casamance. Sur la Casamance, les gens se posent ces genres de questions. C'est pour cela qu'il faut dire, lorsque Sonko dit que ça va être, le Sénégal sera à feu et à sang si on n'acceptait pas qu'il se présentait aux élections. Je crois qu'il y a des dessous qu'il faut explorer, faire les bonnes analyses pour qu'on aille très vite à une solution face à la tension que nous sommes en train de vivre et qui nous sert de monter. Il ne faut pas que cela dégénère en un conflit, parce que vous savez, lorsque les policiers se comportent comme ça, ça crée aussi des clivages au niveau de l'armée. Il ne faut pas croire que l'armée sénégalaise est une armée qui est disciplinée et qui est une armée à toute épreuve, qui peut surmonter toutes les épreuves. Il ne faut pas surestimer le professionnalisme. Elle observe. Voilà. Et qu'en ce moment-là, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que les gens qui sont proches de Sonko ne soient des gens armés qui, un jour, lorsqu'ils vont sentir qu'ils sont en train de perdre la main, qui vont commencer à faire des insurrections, même ne serait-ce que commencer à partir de l'intérêt du pays. Sonko s'est dit prêt à pardonner et même à oublier s'il peut participer à l'élection. Pasteur Edo. Non, je crois quand même que il y a d'autres hommes politiques, d'autres courants qui pensent que même lors du dialogue, j'ai cru entendre que des tendances, des courants qui disent qu'il faut permettre à tous les Sénégalais d'être candidats. Y compris Karim Wade, Khalifa Sall et puis Sonko. Alors, si on est de cet avis, alors je pense que le Sénégal va retrouver la paix, va retrouver le calme, et c'est tout ce qu'on souhaite. Vous savez, le Sénégal est une source d'intérêt pour le monde entier. Il ne faut pas oublier qui est la géopolitique. Le Sénégal, c'est un pays très important pour le monde entier. Si je le dis juste comme ça. Je le dis comme ça. Au moins très important pour la France. Je ne veux même pas aller là. Et donc, on sait comment ça se passe. Et je pense quand même que
Christ a fait relever quelque chose dans un peu parce que Sonko vient de Casamance. Et Casamance, on sait qui sont ceux qui sont... Une rébellion armée. Qui sont ceux-là, je ne veux même pas les prononcer. On connaît les Casamançais. C'est des Sénégalais, mais qui luttent jusque-là pour une indépendance de la Casamance. Hein, c'est des séparatistes. On les appelle les séparatistes. Oui. Et donc, qui ont toujours, pendant longtemps, qui ont toujours, jusqu'à un passé récent, qui détiennent toujours des armes. Et donc, si Sonko quitte Casamance pour Dakar, et que ces genres de propos se tiennent, je crois que le Sénégal a encore le pire devant, et il faut faire tout et tout. Il faut faire tout et tout si vous pour permettez, l'éviter. On va marquer la pause parce que c'est l'heure du journal sur New World Info et on se retrouve dans une dizaine de minutes.